Monsieur Haddad, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous reçois pour votre livre que vous avez publié aux éditions Salvator, À l'origine de la violence, sous-titré Oedipe Aquin, une erreur de Freud. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, question habituelle et rituelle, pourriez-vous prendre la peine de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Je suis un vieux psychanalyste, psychiatre, qui est né en Tunisie, mais qui est arrivé en France à l'âge de 18 ans. J'ai d'abord eu une première vie comme ingénieur agronome. J'ai fait des études à l'école de Grignon et j'ai été au Sénégal où j'ai travaillé pendant 5 ans dans la recherche sur la culture vivrière et sur le riz en particulier. À 29 ans, je rentre à Paris, je rencontre Jacques Lacan. Au bout d'un an d'analyse, je reprends un vieux projet de mon adolescence qui était de faire ma psychiatrie, médecine. Et donc, j'ai fait, à l'âge de 30 ans, ce qui montre qu'à 30 ans, on peut recommencer sa vie complètement. Et j'ai fait mes 11 ans d'études de médecine. J'étais à l'époque, je suis resté d'ailleurs depuis, marié et père de 3 enfants. Voilà. Très bien. Une question là aussi pour permettre de bien poser le cadre du débat, parce qu'on entend beaucoup de choses dans les médias, sur Internet. Donc j'aimerais avoir votre définition, comme vous êtes de la partie du métier. Comment définirez-vous la psychanalyse? Écoutez, c'est relativement simple. La psychanalyse repose sur un concept fondamental, au fond, que tous les analystes partagent, parce qu'il y a 36 chapelles, mais sur ce point-là, je pense qu'il y a un consensus, c'est que la grande découverte de Freud, c'est que l'homme possède un inconscient, c'est-à-dire une page de son histoire, souvent même transgénérationnelle, qui lui échappe, mais qui est un élément essentiel dans son comportement, dans sa psychologie, dans ses problèmes, dans ses maladies mentales. Et la psychanalyse consiste à lever le refoulement sur ces différents éléments qui sont inconscients et refoulés. À partir de là, les écoles varient. D'accord. Et rapidement, il y a combien de grandes écoles, on peut dire, dans la psychanalyse? Vous savez, on peut dire que chaque analyste, il fait un peu ce qui lui convient. L'analyse, c'est plutôt un art qu'une science, n'est-ce pas? Et donc, chaque analyste a son approche. Il met l'accent sur telle ou telle question. Donc, en gros, il y avait ceux qui se réclament de Freud, avec des nuances, bien sûr, et ceux qui ne se réclament pas de Freud, qui se réclament par exemple de Jung, qui se disent aussi psychanalystes. Voilà. Donc, en gros, deux grands courants. Et dans le courant, il y a des sous-courants. Alors, chez les Freudiens, et Lacan en était un, soit on oppose Lacan, les lacaniens aux Freudiens. C'est une opposition stupide, parce que s'il y a bien quelqu'un qui vouait un culte à Freud, c'était Lacan. Et quand on était en formation, il nous a fait lire les textes de Freud avec, je dirais, un souci presque talmudiste pour bien comprendre, entrer dans les textes et les commenter, les critiquer, et en percevoir la profondeur. Donc, voilà. Très bien. Juste pour Moi, des... je suis un lacanien, j'ai été formé par Lacan. D'accord. Et j'ai raconté ça dans un livre qui s'appelait Le jour où Lacan m'a adopté. Mais je suis un peu un franc-tireur dans ce cours. D'accord. Je n'appartiens pas à aucune des chapelles, si vous voulez, qui se sont créées après la mort de Lacan. D'accord. Est-ce que vous pourriez un peu vous reculer pour qu'on voit bien votre visage à la caméra ou baisser votre caméra qu'on voit bien ou baisser la caméra peut-être. Voilà, ça sera mieux. Super. Alors, on a bien compris qu'il y avait différentes écoles. Juste avant d'entrer dans votre livre, j'ai une dernière question sur Freud, qui est le fondateur de la psychanalyse. Donc, dans votre ouvrage que j'ai trouvé très intéressant et que je présenterai dans une autre vidéo, dans sa thèse principale que je vous laisserai évoquer dans un deuxième temps. Donc, j'ai trouvé votre livre très pertinent, très intéressant. Et C'est mon surtout, testament, c'est mon testament intellectuel, c'est mon testament théorique, si vous voulez. Ça fait 40 ans que j'écris des livres. Moi, ma spécialité, si vous voulez, c'est d'avoir interrogé la question religieuse dans son rapport à la psychanalyse. Et je suis arrivé, je suis un octogénaire,
Et je suis arrivé depuis une dizaine d'années à trouver qu'il y a des choses, et je crois que Freud le souhaitait, que des choses puissent être mises en question dans le consensus plus ou moins religieux que les psychanalystes utilisent, à savoir le parricide comme fondateur de la société, comme fondateur du symbolique, et je trouve que cette thèse doit être retirée. Ça ne retire pas l'ensemble de l'édifice, bien que ça le remanie en profondeur. Cette thèse est, à mon avis, fausse et même, je dirais, nuisible à la psychanalyse d'une part, mais aussi à l'ensemble de la culture occidentale que je trouve dans un état un petit peu, comment dire ça, un peu difficile, un peu en crise. Notre culture, notre Occident est profondément en crise. Alors justement, comme je, le père joue un rôle dans cette crise. Alors justement, comme je le disais juste avant que vous n'interveniez, donc je disais votre livre est très intéressant. Il y a beaucoup de choses dans votre livre. Alors je ne partage pas tout, mais peu importe. La thèse principale, je vous rejoins sur votre thèse principale au sujet du meurtre du père qui n'est pas fondateur. Ce que j'ai aussi aimé dans votre livre, c'est que pour quelqu'un qui n'a pas de grandes connaissances comme moi en psychanalyse ou en psychiatrie. Vous en avez plus que vous le croyez. Pardon? Aujourd'hui, ça fait partie de la culture générale, et même ceux qui croient, parce qu'on est saturé par les médias, par les émissions, par les séries, chacun a une petite idée sur certaines choses fondamentales de la psychanalyse. D'accord. Et donc, en fait, votre livre, il est aussi abordable pour le plus grand nombre. Mais justement, avant d'aborder votre thèse et le cœur de votre ouvrage, qu'on a bien compris, hein, c'est votre testament intellectuel. Donc, dans cet écrit, hein, le titre du livre, on le redit, hein, L'origine de la violence, Oedipe Paquin, une erreur de Freud, vous parlez… Point d'interrogation. Point d'interrogation. Vous parlez rapidement des névroses importantes de Freud. Alors, ma question est la suivante. Pour expliquer ces névroses, est-ce que ce dernier n'aurait-il pas été victime d'inceste durant son enfance, ce qui expliquerait entre autres tous les troubles dont vous parlez au sujet de Freud? Là, vous allez, à mon avis, très très vite. Moi, je suis parti d'une expression de Lacan dans les années 64, quand il a été exclu de l'international psychanalytique, où il disait la psychanalyse souffre d'un ce qu'il appelait un péché originel. Et ce péché originel est lié au fait que Freud, il y a quelque chose dans Freud qu'il a refusé d'analyser. Et il situait ça dans son rapport, lui, au judaïsme. Parce que Freud était d'une part un juif, comment dire, fier de l'être, mais qui se voulait athée, qui rejetait toute la tradition, alors qu'il en était l'héritier quand même. Maintenant, cette idée que vous proposez, qui est un peu dans la mode du jour, je ne pourrais pas vous suivre. Je ne vois pas. Il aurait subi. Il avait un frère plus grand que lui d'un premier lit de son père. Y a-t-il eu des petits jeux d'enfants? Mais nous n'en avons aucune trace. Personne n'a jamais soulevé cette idée. Il y a des gens, je pense à des comme Marie Balmary, qui a pensé qu'il y avait une histoire familiale un peu cachée, mais je ne pense pas que Freud. Il faut bien dire que Freud a reconnu l'importance de l'inceste. On dit qu'il n'a pas reconnu. Si vous relisez les études sur l'hystérie, il y a un des cas, je ne me rappelle plus lequel, où il dit en note, il s'agissait de son père qui avait eu des… Et dans les premiers écrits de Freud, on trouve beaucoup de choses sur ce qu'on pourrait appeler la séduction par un grand frère ou une petite sœur. Ce sont des facteurs auxquels nous accordons une certaine importance. Mais il est clair aujourd'hui, il s'avère que la portée de l'inceste est beaucoup plus importante qu'on le croyait. Et quelques personnes disent que c'est un crime contre l'humanité. C'est une expression qui me conviendrait, car qu'est-ce que l'espèce humaine? C'est un animal, si vous voulez, dont la loi fondamentale, la loi universelle, peut-être la plus universelle qui soit, c'est l'interdit de l'inceste. Si vous détruisez l'interdit de l'inceste, vous détruisez l'humanité. Et donc, on peut dire que l'inceste est une sorte de crime contre l'humanité. Ça ne me choque pas du tout, cette expression. Étymologiquement, elle est exacte. Donc, mais aujourd'hui, nous sommes très
enfin, nous, je veux dire les analystes, nous sommes très attentifs à toutes ces questions qui sont des questions tragiques, parce que la réparation, quelqu'un qui a subi un inceste, est très compliquée, voire même impossible. Et même dans certains cas, ça crée une psychose. Certaines psychoses sont par exemple une mère qui aurait abusé de son fils, par exemple, j'en ai connu, ça garantit pratiquement l'entrée dans la psychose. Ce n'est pas le cas, toujours dans le cas d'une fille qui aurait subi, mais Dieu sait les ravages que ça crée. Il y a des gens qui ont écrit, une dame que j'ai connue, qui a écrit un beau livre là-dessus, qui a raconté sa détresse et à quel point ça lui était difficile de se reconstruire après. Il faut donc, à mon avis, être strict. Un philosophe, paraît-il, de l'Académie française, a osé dire que ça dépend s'il était contre. C'est un scandale intellectuel. Moi, pour moi, je serais très dogmatique là-dessus, bien qu'un psychanalyste n'a pas à l'être, mais sur ce point, je le serai. L'interdit de l'inceste, ça ne se discute pas. C'est fondamental. C'est ça qui nous fonde. Je sais que c'est malheureusement fréquent que des adultes abusent des enfants. Alors, justement, des membres de la famille. Dans votre livre, vous remettez en cause la vision de Freud, notamment le point suivant, le meurtre du père qui serait fondateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, s'il vous plaît? Oui, alors là, si vous voulez, c'est la thèse qui est développée dans Totem et Tabou. Freud voit dans l'origine de l'humanité, c'est-à-dire dans ce que nous disions à l'instant, à savoir l'interdit universel de l'inceste, il la déduisait d'un crime originel qui serait le meurtre d'un père, d'un primate, qui aurait eu toutes les femmes à lui, et ses fils l'auraient tué, mangé. Et bon, c'est une thèse qui contredit l'œuvre de Freud elle-même. Parce que ce qui est fondamental dans l'œuvre de Freud, c'est le complexe d'Oedipe. Alors, si vous reprenez la lettre de théorie de Freud sur le complexe d'Oedipe, il vous dit la chose suivante. Il est vrai qu'un enfant, dans son parcours, peut avoir eu, a toujours, dans ses premières années de vie, vers l'âge de 3 ans, disons même, une attirance sensuelle, sexuelle, physique, si vous voulez, à l'égard du parent de sexe opposé. Pour un garçon, sa mère. Sauf que, il y a un article de Freud qui s'appelle « Le dénouement du complexe d'Oedipe », dans lequel il dit à la fin, le gosse s'avoue vaincu et il renonce à sa mère, c'est lui qui est vaincu, il subit une sorte de mort symbolique que Lacan a appelé le complexe de castration, qui est peut-être le concept le plus important de la théorie de Freud. Complexe de castration, c'est le renoncement à son désir sexuel pour sa mère, dans le cas d'un garçon. C'est une sorte de mort symbolique. On la retrouve dans la Bible à travers le sacrifice d'Isaac. Dans le sacrifice d'Isaac, ce n'est pas Abraham qui meurt, personne ne meurt d'ailleurs, mais c'est Isaac qui approche au plus près de la mort. Donc, dans la doctrine officielle, si vous voulez, c'est l'enfant qui, devant ce désir de mort du père, il s'incline et c'est lui qui connaît une période difficile, dramatique, et qui est une sorte de mort symbolique. Dans Totem et Tabou, qui est une œuvre à dormir debout, disait Lacan, c'est le père qui meurt. Et c'est devenu un slogan que pour accéder à son désir, il faut tuer le père. Partout, on voit ça, et c'est une catastrophe. D'abord, alors, cette histoire que Freud cherchait l'origine de l'humanité. L'origine de l'humanité, ce serait ce meurtre du père. Nous avons une autre vision anthropologique. Et laissons de côté le fait que nous soyons croyants ou athées, peu importe. Mais la Bible est quand même un livre qui est le dépôt d'une sagesse millénaire. C'est pas moi qui le dis, c'est Adler, qui était un athée complet. Dans la Bible nous présente une autre vision de l'histoire de l'humanité. Elle nous dit la chose suivante. À l'origine, il y a eu un conflit fraternel.
peu importe l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, pas passé, sacrifice, passé. Elle, en gros, prenons la chose de manière structurale, il y a un conflit des frères. Il y a un conflit des frères qui peut aller jusqu'au meurtre, un meurtre réel ou un meurtre symbolique. Et de ce meurtre d'Abel par Caïn va naître l'humanité, c'est-à-dire un des fils de Caïn va inventer la technique, un autre va inventer les arts, la musique, un troisième invente la cité. Donc si vous mettez ça tout ensemble, vous avez l'humanité. Et par la suite, cette rivalité se continue avec Isaïe et Jacob et Joseph et ses frères. Mais même si vous quittez l'univers biblique, disons judéo-chrétien, les mythes fondateurs, par exemple la fondation de Rome, elle est faite, c'est Romulus qui tue Rémus. Vous pouvez également, si vous voulez rester grec, parce que Freud aimait beaucoup les drames grecs, vous restez dans les Atrides. L'origine de la famille des Atrides, c'est Atrée, et un conflit mortel avec son frère, à tel point qu'il tue les enfants de son frère et qu'il les lui donne à manger. N'est-ce pas, Atrée, la pièce de Crébillon qui s'appelle Atrée et Thiès. Si vous prenez même un des textes sacrés de la littérature analytique, qui est Hamlet, on nous a bourré la tête. Il y a Ernest Jones qui a écrit un livre qui s'appelle Hamlet et le complexe d'Oedipe. Mais, chers amis, Hamlet, c'est tout de même, au départ, le meurtre du frère. C'est une histoire de fratricide. Non seulement fratricide, mais en plus inceste. En ce sens que, enfin, inceste au sens large du terme, en ce sens que le frère, il prend la femme de son père, qui devait être complice, comme dans l'histoire d'Atrée et Thiès d'ailleurs. Et le pauvre, le problème de Hamlet, qui est un neveu, il est là, il éponge une histoire épouvantable qui l'a précédé et il doit venger son père. Mais c'est pas une histoire oedipienne, c'est une histoire de fratricide. Et ce qui est intéressant dans Hamlet, comme dans d'autres drames, c'est que tuer le père, admettons que le roi là, que Hamlet tue, après son meurtre, toute la lignée de cette famille disparaît. À chaque fois que vous avez un meurtre du père, prenons le cas de Oedipe, n'est-ce pas? C'est quand même. Toute la lignée oedipienne disparaît, n'est-ce pas? Antigone se suicide, etc. Il ne reste plus rien de la descendance. À chaque fois que vous avez un parricide, vous avez la même chose avec la seule pièce de Shakespeare qui me paraît oedipienne, c'est Macbeth. Eh bien, Macbeth, après avoir tué le roi, machin, en figure du père, toute la généalogie de cette famille disparaît. Donc, parricide égale génocide. Par contre, la tragédie de la fraternité, qui est une tragédie, et elle rebondit en général, et c'est ainsi que les sociétés se créent. Je ne fais pas du tout l'apologie, bien sûr, du fratricide. Je ne dis pas comme certains, il faut tuer son frère. Moi, je dis son frère, il faut vider l'abcès de cette rivalité, la surmonter, la sublimer et arriver à un vivre ensemble. On n'est pas obligé de s'adorer. Alors, vous avez évoqué justement la Bible avec toutes ces rivalités fraternelles. Vous avez évoqué aussi les tragédies grecques, la littérature européenne. Mais si on étend un peu le sujet, est-ce que vous avez des exemples de rivalités fraternelles, je ne sais pas moi, en Afrique noire ou en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud? Ceux-là, les exemples que vous prenez sont quand même très liés à notre culture propre. Évidemment, ce n'est pas ma culture, mais quand même, à la marge, même, nous avons la question de l'islam. Si vous voyez comment la fondation de l'islam, c'est des guerres fratricides. C'est Ali qui se fait tuer. Tous les premiers califes meurent, par le premier Boubacar, qui était déjà bien vieux, qui a vécu seulement 2 ans, et qui est quand même le vrai fondateur de l'islam, le Boubacar en question. Il n'y a que des histoires de guerres fratricides. Toute l'histoire de l'islam, ce sont des guerres fratricides. Donc, et je soutiens cette thèse qui m'est un peu propre, je crois, de dire que la religion musulmane, c'est la religion la plus fraternelle. Et c'est pour cela qu'elle est extrêmement fragile. Et c'est pour cela que les sociétés musulmanes
traversent la crise qui est la leur et à tel point qu'elles ne peuvent tenir le coup que s'il y a un tyran à la tête de ces... soit un tyran, soit quelqu'un comme ça qui s'impose, le calife, fait taire les autres, fait taire ce conflit fraternel qui malheureusement, contrairement à l'Oedipe chez Freud, qui se résout dans ce fameux complexe de castration, dans les bons cas, disons, il y a un problème très compliqué qui est le problème du fratricide, du complexe de Caïn, comme je l'ai appelé moi à la suite de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, vous savez, j'essaie d'être d'une honnêteté intellectuelle complète. Je suis pas, je ne le savais pas. Il se trouve qu'on m'a signalé que quelqu'un avant moi avait employé la même expression que moi, et qui est un élève de Freud, qui s'appelle Zondi. Eh bien, ça ne se résout pas. On ne sait pas comment résoudre. J'ai trouvé chez quelqu'un que j'apprécie, qui s'appelle le professeur Raoult, vous voyez où on en vient, qui dans son livre a dit moi, la biologie moderne, la virologie montre que Darwin, il faut surmonter, il faut dépasser Darwin. Darwin ne colle plus avec ce que nous enseigne la virologie, et il trouve dans la psychanalyse, chez un psychanalyste qui était un paria à l'époque, et j'ai contribué, je l'avoue, à l'époque, quand est sorti l'anti-Oedipe de Félix Guattari et de philosophe Deleuze, mais surtout dans le livre Les 1000 plateaux, Guattari invente un concept qui est le rhizome. Il dit que autant l'Oedipe, si vous voulez, ça avance comme c'est une généalogie, comme un arbre, le fameux arbre darwinien. Par contre, la fraternité, j'ai repris ce concept chez Raoult et chez Guattari, du rhizome. La fraternité, c'est un rhizome. Ça se développe dans tous les sens parce que, bon, il est clair que le frère biologique, au bout d'un certain temps et assez rapidement, sous la pression parentale, sous la pression morale, etc., vous finissez par vous entendre avec lui, mais cette haine, elle va se déplacer sur quelqu'un d'autre, sur le voisin, sur la personne qui n'appartient pas à votre peuple, à votre communauté, à votre religion, l'étranger, quoi. Mais c'est le déplacement de la haine originelle qu'on a eue pour son frère qui est déplacée. Et c'est pour ça que je dis, et c'est pas moi qui le dis, c'est Freud, dans une lettre extraordinaire, on n'en a rien fait, sauf moi, excusez-moi, qui est la lettre qu'il écrit à Thomas Mann, puisque nous fêtons actuellement Napoléon. Il dit à propos de Napoléon, il a eu une haine épouvantable à l'égard de son frère Joseph. La haine a la propriété, comme l'amour d'ailleurs, de se transformer en amour. Et il va adorer Joseph, son frère aîné, à tel point que la femme qu'il va aimer s'appelle Joséphine, etc. Et il ajoute, cette haine n'a pas disparu, elle a été déplacée, elle a été le moteur des guerres napoléoniennes qui ont coûté des centaines de milliers de morts. Et il dit, s'il avait tué son frère, ça aurait évité à l'Europe cette grande saignée des guerres napoléoniennes. Donc Freud voyait dans l'origine des guerres napoléoniennes la haine initiale de Napoléon pour son frère Joseph, mais moi je généralise et je dis que toutes les guerres, et en particulier les guerres européennes qui ont décimé l'Europe, la Première Guerre mondiale par exemple, et la deuxième, l'origine de ces guerres, c'est le déplacement, l'amplification de la haine des frères. Vous savez qu'en 14, il y a eu des gens en France, quelqu'un d'éminent, maintenant on a ces avenues qui portent son nom, Jean Jaurès, parce qu'il était contre la guerre dans les peuples européens, on l'a assassiné. Un autre auteur éminent, Romain Rolland, a été obligé de se réfugier en Suisse parce que sinon il aurait été lui-même assassiné. Chaque fois qu'on veut faire une guerre, on va réveiller ce vieux complexe de Caïn qui sommeille en chacun de nous. C'est une vraie révolution, puisque je pense que je touche à la racine de la violence. Justement, vous avez parlé un petit peu d'islam, vous avez même parlé un peu de judaïsme. Parlons même rapidement du catholicisme, parce que vous en avez parlé dans votre ouvrage. Vous dites même que le meurtre de Jésus n'est pas en fait un meurtre parricide, c'est un meurtre fratricide. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, s'il vous plaît?
Écoutez, d'abord, je veux rendre hommage au christianisme parce que depuis que mon livre est paru, tous les médias dits laïques, il y a eu un blackout complet, je ne sais pas pourquoi. Par contre, ce qui est marrant, c'est que les milieux catholiques et les protestants aussi m'ont soutenu et ont apporté à croire qu'il y a dans mon travail quelque chose qui résonne avec le christianisme et qui touche à quelque chose de fondamental. Les chrétiens appellent Jésus mon frère, notre frère aîné, n'est-ce pas? Il est le frère aîné de tout chrétien. Et je pense que le crime originel n'est pas le fait que Madame Ève ait mangé, aimait beaucoup les pommes ou je ne sais quoi, mais le crime originel. Et d'ailleurs, il y a un grand musicien, enfin un grand, le père d'un grand, en tout cas, Scarlatti, qui est le père du fameux auteur des sonates merveilleuses, a fait des opéras, un opéra que j'ai vu d'ailleurs, qui a été donné à Paris, qui s'appelle El homicidio primordial, le premier crime. Et le premier crime, c'est le meurtre d'Abel. Et dans cet opéra, d'ailleurs, les artistes vont très très loin, beaucoup plus loin que les théoriciens. Il met à la fin, il met la passion de Jésus. Jésus, si le crime originel, c'est le meurtre d'Abel par Caïn, meurtre du frère, Jésus est venu pour réparer ce crime, pour dire aux hommes, arrêtez de vous entretuer. C'est d'ailleurs le message aussi de l'Ancien Testament, de dire aux hommes, vous avez ça en vous, arrêtez donc, essayez combien de fois le Lévitique, par exemple, impose cette loi, que ton frère vive avec toi. Si son âne est en bas, tu dois t'occuper de l'animal de ton frère avant de t'occuper du tien, etc., dans une société qui est une société rurale. Donc, le christianisme est venu, la passion du Christ est une opération qui tente de réparer cette haine primordiale. Est-ce que cet enseignement du Christ a été suivi par ses descendants? Je me permets d'en douter fortement. Sauf que, dans ces dernières années, depuis sans doute Vatican II ou avant, ou même avant quand même, pendant l'occupation de la France, certains prêtres ont eu une attitude absolument merveilleuse. Ils ont risqué leur vie pour sauver des enfants juifs. En particulier, il y en a un qui vient de nous quitter, qui est devenu un médecin éminent, qui s'appelle Adi Seg, qui est devenu un des grands chirurgiens français, a été sauvé d'Auschwitz par un prêtre qui l'a caché dans un endroit. Et son frère, d'ailleurs, ce prêtre, lui, par contre, le pauvre, est mort en martyr à Auschwitz. Donc, aujourd'hui, le christianisme semble reprendre un peu cette inspiration originelle de son fondateur. Alors, votre thèse sur la rivalité fraternelle. Je salue mes frères chrétiens. D'accord. Votre thèse sur la rivalité fraternelle, qui est ou qui serait fondatrice de la violence et de toutes ces problématiques humaines et sociales, oui. Est-ce qu'elle ne rejoint pas de fait la théorie de la violence de René Girard avec la rivalité mimétique? Là, si vous voulez, j'ai une petite divergence. Je sais que René Girard, depuis sa mort, est devenu un auteur incontournable. Cette thèse du désir mimétique, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Parce que le désir n'est pas, mais dans la théorie freudienne déjà, mais même dans mon expérience, mon désir n'est pas mimétique. Moi, mon désir, il m'est singulier. Mon désir à moi ne s'est pas créé par imitation mimétique, c'est par imitation. Il arrive que le mécanisme mimétique accélère l'émergence du désir, mais le désir de chacun est singulier. Et la psychanalyse, vous me posiez la question, quel est le but de la psychanalyse tel que Lacan me l'a enseigné, pas seulement à moi, c'est de faire éclore votre désir qui n'est pas mimétique, qui est le vôtre. C'est votre chemin à vous. Le désir, ce n'est pas le caprice. Le désir, c'est quelque chose qui vous soutient toute votre vie. Si votre désir meurt, vous mourrez avec. Vous devenez, en tout cas, déprimé profondément. Et ce n'est pas un mécanisme mimétique, c'est un mécanisme. Le désir se crée dans l'histoire d'un sujet. Le mimétisme joue peut-être un rôle final, mais je ne peux pas accepter cette expression du désir mimétique.
vous rappelez que Caïn tue son frère et vous insistez aussi dans votre livre, et j'ai trouvé ça intéressant, sur le fait que Caïn et Abel sont les premiers humains comme nous au sujet de leur création. Oui. Et vous dites aussi par la suite que Caïn est en quelque sorte le créateur de la civilisation et vous rappelez le rôle de ses descendants. Alors vous avez parlé tout à l'heure, l'un qui font de la forge, Oui. l'autre de la technique, etc. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce côté un peu paradoxal? C'est-à-dire que le premier meurtrier de l'humanité est également le père de fondateurs de la technique, de la forge et vous dites même de la civilisation. Oui. Ben, vous savez, il y a un auteur pour lequel j'ai une grande affection qui est Albert Camus. Albert Camus a écrit un livre que je trouve un chef-d'œuvre. Il en a écrit plusieurs, mais celui-là en particulier, qui s'appelle L'homme révolté. Dans L'homme révolté, il dit nous sommes tous les enfants de Caïn. Il faut aussi ajouter que Camus aimait beaucoup Freud. Il en fait un des hommes révoltés, une des figures de la révolte de l'homme. Mais il y a tout un chapitre qui s'est dit nous sommes tous les enfants de Caïn. Si vous voulez, l'humanité, elle naît de quoi? D'un meurtre. Finalement, on rejoint Freud là-dessus, mais ce n'est pas le meurtre qu'il pensait. C'était ce meurtre du frère Caïn dans la Bible en éprouve un immense remords. C'est pas un meurtre d'un cynique, c'est pas Barbie qui tue des millions de gens et qui après dira moi je suis pas un meurtrier. Caïn, lui, comment faire pour porter ce poids du crime va être en quelque sorte l'élan qui va donner à l'humanité, à sa descendance, l'énergie pour créer l'humanité. Vous m'avez demandé tout à l'heure, j'ai quand même cité un conte qui est indien que Stefan Zweig, dans le titre m'échappe, Stefan Zweig a rapporté un conte indien où l'on voit que la question du meurtre du frère est fondatrice. Donc je pense que dans toutes les civilisations, on pourrait retrouver ça. Donc voilà. Alors, très bien. Alors, ma dernière question, parce que toute bonne chose a une fin. Alors, vous en parlez dans votre livre, mais j'aimerais que vous en parliez publiquement, si possible. Selon vous, comment surmonter le complexe de Caïn? Alors, comme je vous l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, c'est la question difficile. Non pas votre question qui est difficile, mais la question de comment sortir du complexe de Caïn. Alors, la Bible nous donne deux exemples. Il y en a un qu'on fait semblant de ne pas le voir. C'est l'exemple de Isaac et de son frère Ismaël, sur lequel j'ai écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle Isaac et Ismaël, la possibilité de la paix. Mais le plus bel exemple, c'est Joseph. Joseph, qui a été frappé, on a voulu le tuer, ses frères ont voulu le tuer, ils l'ont jeté, vendu comme esclave, un petit gamin fort beau en plus, chez des nomades qui auraient peut-être pu avoir, parmi lesquels il pouvait y avoir peut-être quelques pédophiles, ce qui est quand même assez répandu quand même. Et bien malgré tout, il fait de la prison après, enfin bref, malgré tous ces malheurs et ces souffrances infinies que subit Joseph, il pardonne totalement à ses frères. J'ai fait la comparaison, je le répète, je rabâche un peu avec Mandela. Mandela qui a été torturé, condamné à mort, etc., qui en sortant, quand le président de Klerk va le voir et ils font l'accord que nous savons, Mandela dit j'ai pardonné à mes tortionnaires parce que si je n'avais pas pardonné, j'aurais été emprisonné dans ma haine. Donc, ce sont à mon avis, c'est ce que j'appellerais des saints, S-A-I-N-T. Au fond, la sainteté serait l'issue du complexe de Caïn. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, la solution, à mon avis, c'est déjà de pointer la question. Parce qu'une fois que la chose est mise sur la table, elle est mise au grand jour. Vous savez, quand Freud a parlé du complexe d'Oedipe, ça a dû faire quand même grincer des dents à la fin du 19e siècle. Comment moi j'ai voulu tuer mon père ou moi j'ai voulu tuer ma mère, mais c'est l'horreur. Aujourd'hui, c'est devenu, c'est passé comme ça, comme beaucoup de choses. Mais le complexe fraternel est beaucoup plus violent.
Vous le trouvez en politique, vous le trouvez en sciences, vous le trouvez en art, vous le trouvez dans tous les domaines, en psychanalyse. Les psychanalystes entre eux, mais ils s'entretuent. Ils se détestent. Donc, parce qu'ils n'ont pas analysé leur rapport fraternel. C'était considéré comme non, c'est pas important, laissez ça de côté, c'est de l'imaginaire, c'est une erreur stratégique de la psychanalyse qui a été la cause de certains blocages de la psychanalyse, à tel point que l'un d'entre eux, Safouan, Moustapha Safouan, un psychanalyste qui était éminent, qui était égyptien d'origine, mais qui était l'ami de Lacan, a été dire, peu avant sa mort, que la psychanalyse était morte. Non, monsieur Safouan, la psychanalyse n'est pas morte, elle doit se mettre à jour. Elle doit conquérir de nouveaux territoires. C'est ce que j'essaye de faire et je crois que j'y suis parvenu en mettant à jour cette haine profonde que l'on éprouve pour notre semblable et qu'il faut arriver à surmonter. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Merci, Monsieur Haddad, pour cet entretien passionnant. Merci, monsieur. Merci beaucoup.